Le président Alassane Ouattara est arrivé ce soir de Kigali, la capitale rwandaise. Il y était pour prendre part au 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, sommet qui a planché sur de nouveaux mécanismes de financement de l'institution panafricaine. Dans ce journal, nous irons sur les traces de cette vague de nouveaux gangsters qui sèment la terreur à Abidjan, notamment dans les bars et autres boîtes de nuit, agressions en bande et au couteau ou à la machette. Qui sont-ils? Que font les forces de l'ordre pour les arrêter? Nous le verrons tout à l'heure. 4 jours après l'attentat de Nice qui a fait 84 morts et plus de 300 blessés sur la promenade des Anglais, on en sait un peu plus sur l'identité de l'assaillant et le déroulement des faits. L'enquête progresse. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais tantôt, vous le verrez en image, le président Alassane Ouattara est rentré ce soir de Kigali, la capitale rwandaise. Il y était pour prendre part au 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, sommet qui a planché sur de nouveaux mécanismes de financement de l'institution panafricaine. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre et des membres du gouvernement. C'était donc aux environs de 21h. On ne connaît toujours pas le nom du nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Les élections ont été reportées au prochain sommet en janvier 2017 à Addis Abeba. Aucun des 3 candidats à la succession de la Sud-Africaine Dlamini Zuma n'a pu obtenir les 2 tiers de vote nécessaires. C'est ce que nous dit Jérôme Kofi Abolin, envoyé spécial à Kigali pour la RTI. 2 rencontres pour marquer la 2e et dernière journée du 27e sommet de l'Union africaine. Rencontre à huis clos, l'une portant essentiellement sur l'élection du président ou de la présidente de la Commission de l'Union africaine, l'autre sur les systèmes d'interconnexion des pays africains. Comme à l'ouverture des travaux, le président de la République, Alassane Ouattara, avec à ses côtés des membres de sa délégation, a assisté à cette journée du 18 juillet 2016, clôturant la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Kigali, la capitale rwandaise. S'agissant de la rencontre baptisée Déjeuner Smart Top, le président du Rwanda, Paul Kagame, s'est félicité de voir toute l'Afrique connectée. Toute chose qui cadre avec la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, sur la question de l'Internet en Côte d'Ivoire pour avoir créé un ministère de l'économie numérique. Nous avons échangé sur la meilleure manière de continuer d'accélérer l'interconnexion entre les pays africains. Nous avons parlé de l'expérience de la Côte d'Ivoire, ce que nous avons pu faire depuis 5 ans, ce qui est remarquable, exceptionnel, et maintenant les engagements que nous avons pris, parce que nous avons comme ambition d'être l'un des pays où l'économie numérique marche le mieux en Afrique. On est déjà sur la bonne voie, mais nous continuerons, et moi je suis très satisfait de cette rencontre. Nous avons dit au président Kagame et au docteur Touré qu'ils peuvent compter sur notre soutien. En ce qui concerne l'élection du président ou de la présidente de la Commission de l'Union africaine, elle est reportée en janvier 2017 à Addis Abeba. Report faute d'avoir départagé les 3 candidats en liste, à savoir la botswanaise Pelonomi Venson Mwatwa, l'ougandaise Speciosa Wandira Kazibwe et l'équato-guinéen Agapito Mbamukwi. La Côte d'Ivoire, selon le président de la République Alassane Ouattara, fait partie des pays ayant opté pour ce report. Nous avons fait des avancées importantes. D'abord le financement de l'Union africaine. Avec les mesures qui sont prises, si elles sont appliquées rigoureusement, dès l'année prochaine, l'Union africaine pourra mobiliser plus de 1 milliard de dollars pour son propre financement, alors que maintenant nous arrivons à peine à avoir 400 millions. La deuxième chose, nous nous sommes mis d'accord que nous voulons développer une zone de libre-échange pour promouvoir donc le commerce entre les pays africains. Nous sommes très heureux de dire qu'au niveau de la CEDEAO, nous le faisons déjà, mais le faire au niveau du continent permettra d'accélérer donc le développement économique des pays du continent. Et enfin, pour l'élection du président de la Commission, la position de la CEDEAO était de reporter l'élection pour des raisons de sagesse et pour permettre une meilleure coordination des candidatures, ce que nous avons obtenu également. Donc le sommet est un grand succès pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. En attendant donc l'élection de celui ou celle qui va lui succéder,
La Sud-Africaine Dlamini Zuma reste à la tête de la Commission de l'Union africaine. Une autre information capitale, le retour annoncé du Maroc au sein de l'Union. Le président de la République, Alassane Ouattara, en exprimant sa satisfaction sur ce retour du royaume chérifien, a estimé que le Maroc a toute sa place dans l'Union africaine. Deux projets de loi portés à l'examen des députés ce matin. Le projet de loi portant aménagement de la taxe d'embarquement sur les titres de transport aérien et la suppression de la contribution de solidarité et sur les billets d'avion. Projet de loi présenté par le ministre des Transports et qui vise à régler la question de la cherté de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Également cet autre projet, celui portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit, dossier défendu par le ministre en charge de l'économie et des finances qui vise, lui, à faciliter l'accès des banques aux informations et à octroyer librement les crédits à un tiers. Les membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité ces deux projets. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan visite les chantiers routiers en cours dans la région. Il est question pour le chef du gouvernement de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de bitumage des axes Ferkessédougou, Ouangolo-Dougou et Ferkessédougou-Nation avec Bretel à Kong et à Tafiré. Il en a profité pour donner le coup d'envoi des travaux d'eau potable. Le reportage est signé Kader Sogodougou. Il est 9h30 au corridor de Ferkessédougou en provenance de Korogo. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est accueilli par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, député de Ferkessédougou. Le chef du gouvernement est en mission dans le nord du pays pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de bitumage de deux axes, Ferkessédougou-Ouangolo-Dougou et Ferkessédougou-Nation avec Bretel à Kong, soit une longueur totale de 121 km. Coût des travaux environ 83 milliards de francs CFA financés par l'État de Côte d'Ivoire. Prennent part à cette visite de travail le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République, et les ministres Patrick Hachi, Jean-Louis Billon et Téné Birahima Ouattara. Après le cérémonial d'accueil, le cap est mis sur le premier site, l'axe Ferkessédougou-Ouangolo-Dougou, où il ressort que les travaux avancent bien. Taux d'exécution 40%. Et le délai de livraison qui est de fin 2016 sera respecté, a rassuré l'AGEROUTE. Sur l'axe Ferkessédougou-Nation avec Bretel à Kong, le taux d'exécution est de 11%. Et là aussi, pour la fin 2018, l'axe sera livré comme prévu. Le chef du gouvernement peut donc exprimer sa satisfaction. Les choses avancent normalement. Vous savez que sur le dossier des routes, le président de la République, Alassane Ouattara, a repris tous les grands chantiers. D'abord la remise à niveau des routes abîmées et la construction de voies nouvelles. En Côte d'Ivoire, nous avons actuellement autour de 80 000 km de voies, de routes de manière globale, dont 6 700 km de routes bitumées. Et son objectif, c'est de faire en sorte que toutes les capitales régionales et ensuite tous les départements soient reliés au bitume. Il est bon de savoir que ces travaux constituent une section de la route transversale reliant la Guinée au Ghana en passant par la Côte d'Ivoire. Un maillon de la route d'intérêt communautaire CU18 de l'espace UEMOA et de la CEDEAO. Une autre visite de terrain, cette fois sur les sites du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié. Des experts marocains accompagnés de leurs partenaires ivoiriens y étaient ce matin. Une visite pour constater l'évolution des travaux, c'est ce que nous dit Juliette Ouya. Fruit de la coopération ivoiro-marocaine, le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié est en cours. Ce 18 juillet, des experts marocains accompagnés de leurs homologues ivoiriens ont visité les différents sites. Baie de Cocody, Petit Bassam, embouchure de Bassam, canal de Vridi et le centre de traitement des eaux usées de Koumassi. Objectif, apprécier la dégradation de ces lieux avant la table ronde du 19 juillet sur le financement des travaux. Au niveau de Grand Bassam, nous avons besoin de 20 milliards. De Petit Bassam aussi, 20 milliards. Tout le projet, l'estimation qu'on a fait, ça fait 280 milliards de francs CFA, TTC, que nous demandons.
La partie marocaine, quant à elle, se dit déterminée dans son engagement pour la réussite du projet. Déjà, nous sommes sur la voie de boucler le financement de ce projet ensemble. Mais il faut en discuter, il faut prendre toutes les informations concernant ce projet. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les travaux de réhabilitation de la baie de Cocody et de la lagune Ébriée consistent entre autres à construire des barrages et ouvrages hydrauliques afin d'améliorer la qualité des eaux lagunaires. Et ce sujet qui fâche, cette vague de nouveaux gangsters qui sèment la terreur, ici même à Abidjan, notamment dans les bars et autres boîtes de nuit, agressions en bande, au couteau ou à la machette. Qui sont-ils? Quel est leur mode opératoire? Que font les forces de l'ordre pour arrêter ces délinquants? Sur les traces de nouveaux gangsters, c'est le grand angle proposé ce soir par Michel Digré. Sur la piste de danse, personne. Et sur les banquettes, de rares clients. Au platine, le disque jockey essaie d'amuser la poignée de fêtards sans grand succès. La discothèque peine à retrouver son ambiance de ses folles nuits depuis son attaque il y a quelques semaines par une bande de nouveaux types de voyous. On a tous été dépouillés, vraiment c'était quelque chose de très désagréable et très déplorable. La vidéo de cette agression a fait le tour de la toile. Une vingtaine de personnes blessées, certaines grièvement, comme Lorraine, la serveuse du bar qui a failli perdre un œil. Dès qu'il te voit, il ne cherche pas à négocier avec toi, donne-moi ce que tu as ou pas. Il commence à te m'acheter. Cette nuit-là, à quelques centaines de mètres plus loin, une deuxième boîte de nuit est attaquée par le même gang, toujours dans la commune de Marcory. À l'intérieur de la discothèque, nous retrouvons une victime qui a souhaité témoigner de manière anonyme, encore traumatisée par les coups de machette reçus au dos. Si elle n'a pas esquivé la machette, c'est mon visage. Je ne sais pas où ça allait prendre, mais vraiment, elle n'est pas vive. Parce que mon regard que j'ai donné, les visages que j'ai vus, ce n'étaient pas des personnes qui étaient là pour sourire. Et puis, ce n'étaient même pas des enfants. D'après les témoignages, les agresseurs ne sont pas les célèbres délinquants mineurs appelés communément microbes, mais plutôt des gangsters plus âgés qui n'ont pas hésité à s'en prendre à Ismo, attaqué malgré son imposante corpulence. Un coup de poignard à quelques centimètres du cœur, lui aussi est formel. Ces criminels-là étaient là pour tuer. Qu'elles viennent là, c'est pas pour jouer. Moi, j'ai vu ça. C'est parce qu'il était fort, et puis Dieu m'a aidé aussi, il faut dire la vérité. Face à ces nouveaux gangsters, la riposte policière, avec plusieurs centaines de policiers mobilisés tous les soirs. Objectif de ces patrouilles, comme ici à Abobo, éradiquer ce nouveau type de banditisme. C'est une autre forme de délinquance qui sévit et c'est orchestré par des individus âgés de plus de 20 ans, 30 ans et qui usent également des machettes, usent de couteaux, de gourdins pour agresser, pour attaquer les gens, les domiciles et voler. Les hommes du commissaire Yoboué sont sur la piste de ces gangsters le long de la voie ferrée. Un de leurs repères prisés pour la consommation de drogue. Ces zones-là, c'est des fumoirs à ciel ouvert. Dans la nuit, vous allez voir des jeunes gens. S'il n'y a pas de présence des policiers, des jeunes gens qui sont alignés tout au long des rails et qui consomment la drogue. Et c'est après la consommation de la drogue, ils vont maintenant dans les quartiers pour agresser, pour attaquer les domiciles. Ici, le quartier. Ici, c'est Marley. Vers 2 h du matin, le commissaire Yoboué arrive au quartier Marley, où plusieurs individus sont déjà retenus et certains fouillés. C'est la drogue, non? Des policiers qui finissent par tomber sur une grosse prise. Ça, c'est ce qu'on appelle les mèches. Ça, c'est la pipe. La pipe à eau. Donc, on installe une boulette du hashish ici. Et puis, on met le feu juste en bas. Et on brûle. Ils aspirent maintenant la fumée.
Au même moment, à Yopougon, un autre dispositif de sécurité quadrille le quartier. Bon courage, continuez. On l'a indiqué plusieurs fois, notre mission, c'est de rassurer la population. C'est pour cela qu'on nous paye. On va dedans là-bas. Même consigne, traquer ces nouveaux gangsters, détruire leur lieu de consommation de drogue. Plusieurs de ces fumoirs sont détruits, mais ici, pas d'arrestation. L'absence des renseignements fournis par les riverains plombe l'action des policiers. La population ne collabore pas. Et ça, c'est un de nos gros problèmes. Quand on arrive, personne ne parle. Et ça permet aux délinquants de s'évanouir dans la nature. Si les agresseurs sont des adultes, où sont donc passés les délinquants mineurs appelés communément microbes? Certains ont été arrêtés et font l'objet de poursuites judiciaires. D'autres continuent de sévir de façon isolée. Plusieurs d'entre eux ont cependant tourné le dos à la délinquance. À quelques kilomètres d'Abidjan, nous retrouvons à Bonois une trentaine d'ex-délinquants mineurs. Beaucoup ont changé. Ils ont leur caprice, mais ils ne sont pas dangereux depuis qu'ils sont là. Ils ne sont pas dangereux. La preuve, pendant le carnaval, on leur a donné la permission d'aller au village Popo. Ils sont allés regarder le défilé et dans la ville, personne ne s'est plaint jusqu'à présent. C'est serré. Ensuite, il faut faire le calage de l'allumeur. Après une prise en charge psychosociale, ils sont formés à la mécanique et à la couture. 65 cm pour la taille, pour le bassin, 95 cm là-bas. Après ici, est-ce que tu penses que tu vas changer? Oui, par la grâce de Dieu. Je vais changer par la grâce de Dieu. C'est des enfants qui sont beaucoup turbulents, qui ne suivent pas trop les cours. Et la plupart d'eux, c'est la langue maternelle, ils parlent en classe. Donc ça nous a fatigué les débuts. Mais après, on s'est adapté et ça va. Vous pensez qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a toujours de l'espoir. Quand on veut, on peut. De l'espoir à Bonois pour les ex-délinquants mineurs. Pendant ce temps, à Abidjan, la traque des nouveaux gangsters se poursuit. 3500 agents de la police nationale sont mobilisés dans le cadre de l'opération Épervier pour venir à bout des criminels. En 2 mois, 3072 personnes suspectes ont été interpellées. 60 font l'objet de procédures judiciaires. Voilà, c'est un dossier signé Michel Digré. Des échauffourées ce matin à l'université Félix Houphouët-Boigny, des affrontements entre étudiants et policiers qui ont fait plusieurs blessés, des véhicules incendiés, des bureaux saccagés. À l'origine, la non-satisfaction de certaines revendications des étudiants. Le calme est revenu sur le campus. On fait le point avec Franck Quadio. Chaude ambiance ce matin à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, des étudiants. Certains armés de pierres. Un affrontement entre étudiants et les forces de sécurité qui depuis plusieurs jours maintiennent l'ordre et le bon déroulement des activités académiques au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, la franchise ayant déjà été le théâtre de diverses tensions. Pendant que nous étions préoccupés à maintenir l'ordre, un grand groupe d'étudiants sortis de nulle part ont perturbé ces cours. Et nous étions préoccupés à maintenir, n'est-ce pas, le bon déroulement des cours quand ils se sont attaqués au matériel dehors. En ce qui concerne les véhicules, les bâtiments administratifs, et ils se sont attaqués aux policiers. Le bilan que nous avons, on a 2 véhicules en moyenne qui ont été incendiés, 7 véhicules caillassés, policiers blessés. Des véhicules incendiés et saccagés, des bureaux de la présidence et des UFR vandalisés. À l'origine des tensions, selon des sources interrogées sur les lieux, la non-satisfaction de certaines revendications lancées par les mouvements et syndicats d'étudiants. Notons que le calme est revenu sur le site de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et on ouvre la page santé de ce journal. 35 milliards de francs CFA pour motiver le personnel de santé en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien s'active pour améliorer la qualité des soins de services de santé dans les hôpitaux. 14 districts sanitaires vont donc bénéficier de financements pour une meilleure performance en vue d'impacter positivement la santé des populations. C'est un sujet traité par Aurélia Drokula et Grace Kando.
Les plaintes sont récurrentes au niveau de la qualité des prestations dans certains centres de santé et autres structures sanitaires. C'est le cas de ce jeune homme qui dit en avoir déjà fait les frais. Je m'étais rendu dans un CHU pour accompagner mon frère qui avait un cas vraiment délicat. Quand on m'est arrivé, il y avait un nombre pléthorique de médecins, mais personne n'est venu vers nous. Pourtant, nous étions bien dans un service des urgences. C'est nous-mêmes qui sommes allés taper à un bureau et comme ça, nous sommes entrés. Et là-bas même, pendant que mon frère souffrait, les médecins ne s'occupaient pas de lui. Des préoccupations auxquelles veut mettre fin le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le remède, la motivation du personnel de santé. Et la Banque mondiale semble séduite par ce projet. Elle décaisse la somme de 35 milliards de francs CFA pour ce programme. Dans ce montant global, plus de la moitié, donc environ 19 milliards de francs CFA, seront consacrés à l'approche du financement basé sur la performance. Donc injecter des ressources dans l'offre de soins. La motivation du personnel de santé passe par un mode de financement basé sur la performance des résultats. Ça arrive que les patients ne sont pas satisfaits. Aujourd'hui, à travers, n'est-ce pas, ce financement-là, vous allez voir un changement radical. C'est-à-dire que nous allons aller jusqu'à chouchouter les malades, si je n'exagère pas. Parce qu'un malade qu'on reçoit nous rapporte de l'argent. Donc ce malade-là, ce sera notre partenaire maintenant. La phase pilote de ce projet concerne 4 districts sanitaires, Cocody-Bégerville, Anyama, Boisflé et Saint-Fra. Au total, le projet s'étendra à 14 districts sanitaires. Le VIH-Sida, première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans en Afrique. C'est en tout cas ce qui ressort des travaux de la 21e conférence internationale qui se tient à Durban, en Afrique du Sud. Les difficultés d'accès aux soins de santé demeurent. Les organisations spécialisées appellent donc à intensifier le financement. Plus de 2000 jeunes de moins de 24 ans sont infectés par le VIH-Sida en Afrique, où la maladie reste la première cause de mortalité chez les adolescents. L'accès aux médicaments et aux soins de santé reste une difficulté dans certains pays du Sud, selon les associations spécialisées dans la lutte contre le sida. Réunis à la 21e conférence internationale à Durban, l'ONU-SIDA interpelle sur la baisse de financement des pays donateurs. The world is facing many other competing priorities. Le monde fait face à de nombreuses crises tout aussi prioritaires. Le terrorisme, la migration, énormément de problèmes. Pour la première fois, je vois une baisse dans le financement des pays donateurs. Sur 14 pays, 13 ont réduit leurs contributions. Pour l'Organisation mondiale, il y a péril en la demeure. Si nous continuons ainsi, nous ne serons pas capables de mettre fin au sida en 2030. Le risque est d'avoir une résurgence de l'épidémie. Et je ne vais pas vous mentir. Si nous avons une résistance à cela, nous perdrons notre investissement et nous devrons payer encore davantage plus tard. Un financement donc pour développer le plein potentiel du traitement antirétroviral afin de venir à bout de l'épidémie d'ici 2030, objectif fixé par les Nations Unies. Pour résoudre l'accès critique au traitement VIH en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, Médecins sans frontières exhorte les participants à mettre en place un plan d'action face au taux de traitement qui reste inférieur à 30%. Notez que le reportage de Salima Toudi a été commenté par Herman Guivet. On referme le volet santé pour parler politique à présent. Un meeting pour célébrer le 5e anniversaire de Leader. Les membres du Parti Liberté et Démocratie pour la République ont fait le point et défini les perspectives. À l'occasion de cet anniversaire, ils se sont retrouvés au stade Conan Raphaël de Marcory. Notez que le meeting a été animé par le président de Leader, Mamadou Koulibaly. On retrouve Salima Toudia cette fois dans un commentaire de Alexis Oudraogo. Le Parti Liberté et Démocratie pour la République a 5 ans
5 années de combat politique pour le Parti libéral avec à sa tête Mamadou Koulibaly. Pour la célébration anniversaire, un meeting politique au stade Conan Raphaël de Marcory. Face aux militants et partisans, le parti fait le bilan de ses activités. Nous avons participé aux législatives de 2011. On a présenté 18 personnes dans 8 circonscriptions. Le résultat est ce qu'il est, mais nous y sommes allés quand même. Ensuite, en 2015, notre parti a désigné un candidat pour les présidentielles. Donc ça aussi, c'était un événement majeur. On connaît la suite, c'est vrai, on a appelé au boycott parce que des conditions n'étaient pas réunies de notre point de vue. Notre priorité, c'est l'implantation du parti. On n'a pas la prétention d'être partout parce que nous avons juste 5 ans. Avec dans le viseur la présidentielle 2020, le leader dessine son programme de gouvernement et son projet de société. Des propositions de réforme dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la défense et de la sécurité. Le leader s'engage également pour la réconciliation en prônant le vivre ensemble. Le parti de Mamadou Koulibaly se veut porte-flambeau d'une Côte d'Ivoire unie et fraternelle. Le sport, c'est la santé. Il faut s'y mettre en tout cas pour éviter les maladies cardiovasculaires. Face au très peu d'engouement des Ivoiriens pour les activités physiques et sportives, eh bien, le ministère des Sports et Loisirs a décidé de prendre ses responsabilités. Un séminaire a été organisé pour évoquer la question. Benson Pieraka nous en dit davantage. Après 3 jours de réflexion sur le thème, quelle stratégie de sensibilisation et quel enjeu pour le développement des activités physiques et sportives, les lampions se sont éteints sur le séminaire organisé dans le cadre du programme d'appui et de la promotion du sport de masse et du sport pour tous. Selon le rapport final, tous les séminaristes ont reconnu les bienfaits indéniables du sport sur la santé. Seul problème, seulement 7% de la population ivoirienne pratique régulièrement une activité physique et sportive, selon les enquêtes menées par le ministère des Sports et des Loisirs. Ce faible taux révèle le désintérêt des populations pour la pratique des activités physiques et sportives, qui pourrait s'expliquer par une méconnaissance des bienfaits et vertus du sport, un déficit et une vétusté des infrastructures sportives et une insuffisance des ressources humaines qualifiées pour l'encadrement. Face à cette situation, le ministère des Sports et des Loisirs a initié un certain nombre d'activités pour la promotion des activités physiques et sportives, notamment la création de 2 fédérations, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous et la Fédération ivoirienne des sports aérobiques et fitness. L'objectif général étant de promouvoir la pratique des activités physiques et sportives par 60% de la population ivoirienne à l'horizon 2020. Et on continue en sport et en images. À 3 semaines de l'ouverture des Jeux olympiques de Rio, ce sera le 5 août prochain. C'est un nouveau rapport qui tombe mal pour la Russie. L'Agence mondiale antidopage appelle à l'exclusion du pays des Jeux olympiques de Rio. L'Agence mondiale antidopage a rendu public le rapport de 97 pages aujourd'hui. Rapport qui accuse le sport russe et en particulier l'athlétisme dont la fédération est toujours sous le coup d'une suspension. Et puis 4 jours après l'attentat de Nice qui a fait 84 morts et plus de 300 blessés sur la promenade des Anglais, on en sait un peu plus sur l'identité de l'assaillant et le déroulement des faits. L'enquête progresse. Le procureur de la République, François Moulins, a fait aujourd'hui un nouveau point. Il ne fait plus l'ombre d'un doute. Mohamed Lawesh Boulel avait un intérêt pour la mouvance djihadiste radicale. Si aucun élément de l'enquête ne démontre à ce stade une allégeance de Mohamed Lawesh Boulel à l'organisation terroriste, ni des liens avec des individus se réclamant de cette organisation, l'exploitation de son ordinateur illustre un intérêt certain et à ce stade des investigations récents pour la mouvance djihadiste radicale. C'est l'information majeure qui ressort de la conférence de presse du procureur de la République, François Molin. Le profil de Mohamed Lawesh Boulel est passé au scanner. Son ordinateur, saisi par les enquêteurs, livre ses secrets. Vidéos récentes d'actions terroristes d'Orlando, de Dallas et Magnanville. Des photographies d'Oussama Ben Laden, Mokhtar Belmokhtar, chef djihadiste du groupe Al-Mourabitoun. Une radicalisation rapide, comme l'affirmait le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, le Premier ministre.
L'attentat de Nice, un attentat préparé minutieusement. Mohamed Lawesh Boulel a pris contact avec la société de location de Saint-Laurent-du-Var le 4 juillet afin de réserver le camion pour la semaine du 11 juillet. C'est à bord de ce camion que Mohamed Lawesh Boulel entre tristement dans l'histoire. Il fonce droit sur la foule rassemblée sur la place des Anglais un 14 juillet. Avant de passer à l'acte, Mohamed Lawesh Boulel envoie un SMS à l'un de ses proches et mentionne l'acquisition d'un pistolet, celui qui aura certainement servi durant les échanges de tirs avec la police. En mémoire des victimes du 14 juillet de Nice, toute la France s'est figée ce midi pour observer la minute de silence. Et je vous le disais en début de journal, le président Alassane Ouattara est rentré ce soir de Kigali, la capitale rwandaise. Il y était pour participer au 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, sommet qui a planché sur de nouveaux mécanismes de financement de l'institution panafricaine. Et face à la presse, le chef de l'État a fait le point de son déplacement à Kigali avant de se prononcer sur les violences de ce lundi matin à l'université. Félix Houphouët-Boigny, on l'écoute. Nous rentrons de Kigali où nous avons pris part au 27e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui avait pour thème central 2016, année africaine des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits des femmes. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement mon ami et frère, le président Kagame, ainsi que le peuple rwandais pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, une hospitalité toute particulière et toutes les marques d'attention dont notre délégation a été l'objet, et dire que nous avons été fort impressionnés par le Rwanda, un petit pays qui fait le 10e de la Côte d'Ivoire en superficie, la moitié de la population, mais un pays qui avance avec les meilleurs indicateurs économiques, sociaux comme de gouvernance. C'est une ville, Kigali, de 2 millions d'habitants, qui nous a frappés par la propreté. Je rêve que la Côte d'Ivoire, qu'Abidjan, soit un jour aussi propre que Kigali. Alors, au cours du sommet, nous avons examiné plusieurs questions essentielles pour notre organisation, notamment le financement de l'Union africaine, qui a fait l'objet d'une session spéciale donc le samedi après-midi, ainsi que le budget 2017. Nous avons, à huis clos, discuté longuement de la possibilité de la création d'une zone de libre-échange, de commerce, au niveau du continent africain. Et en séance plénière, la question des droits de l'homme et la promotion de la femme. Et bien évidemment, un point important du sommet concernait l'élection des membres de la Commission de l'Union africaine, à commencer par le président de la Commission. Alors, au cours du sommet, nous avons procédé à un événement, je trouve, important, historique, qui a été le lancement du passeport de l'Union africaine. C'était un moment de grande émotion et tous les chefs d'État ont, par la suite du président Idriss Déby, président de la conférence, et du président Kagame, président du pays hôte, pu s'enregistrer et obtenir ainsi le passeport de l'Union africaine. Alors, concernant le thème principal, les chefs d'État ont reconnu que les droits de l'homme et la promotion de la femme sont une responsabilité collective et que chaque État doit mettre en œuvre les meilleures pratiques et les mesures nécessaires pour que cela puisse évoluer, notamment au plan économique, en ce qui concerne l'accès au financement, c'est le cas chez nous avec le FAFSI, au plan politique, avec une meilleure représentativité dans les instances de décision. Nous sommes sur la bonne voie, selon Madame la ministre chargée de promotion de la femme, et bien sûr, meilleur accès à l'éducation, à la santé. Et donc voilà, la Côte d'Ivoire fait tous les efforts nécessaires. Mais ce que nous retenons, c'est que nous devons faire encore plus. Nous devons accélérer nos efforts en ce qui concerne la promotion du genre.
Alors les chefs d'État se sont engagés tous à faire ce qu'il faut dans leurs pays respectifs pour qu'il en soit ainsi. Alors s'agissant du financement de l'organisation, plusieurs schémas nous ont été proposés, mais en définitive, nous sommes accordés sur le schéma en vigueur au niveau de la CEDEAO et de l'Union monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire le prélèvement d'une certaine proportion sur les importations des pays qui seraient éligibles. C'est ainsi que, comme vous le savez, au niveau de la CEDEAO, le prélèvement est de 0,5% des importations hors zone CEDEAO. Au niveau de l'UMOA, c'est de 1% hors zone UMOA. Et pour l'Union africaine, le taux qui a été relevé est de 0,2% sur les importations. Alors ceci est une décision importante parce que cette mesure, si elle est appliquée rigoureusement, permettra à l'Union africaine de lever 1,2 milliard de dollars dès l'année prochaine, comparé au budget actuel de 400 millions de dollars. Donc cela veut dire que nous pourrons tripler le budget de notre Union et surtout que son financement sera assuré par les Africains. Car à la date d'aujourd'hui, les 2/3 du financement sont donc soutenus par l'extérieur, notamment l'Union européenne, la Chine, les États-Unis et les Nations unies. Alors évidemment, nous nous sommes totalement en faveur de cette décision. D'ailleurs, la personne chargée de ce dossier était le président Donald Kaberuka, l'ancien président de la BAD, qui est venu nous voir en début de semaine, et nous étions accordés de le soutenir. Et nous avons rencontré le président Kagame la veille de la réunion pour nous accorder également. Donc cette décision a été adoptée et je crois que nous avons apporté notre contribution. Mais en le faisant, nous avons insisté sur la nécessité pour les pays membres de l'Union de payer leurs cotisations. Avant le sommet, seulement le tiers des pays étaient à jour de leurs cotisations. Mais fort heureusement, avec le vote du président de la Commission, tous les pays ont payé les arriérés. Nous avons insisté sur la nécessité pour chaque État d'être à jour de ses cotisations et de payer les arriérés et surtout de payer les cotisations de manière régulière. L'avantage du système qui est mis en œuvre, cela permettra de faire des prélèvements directement sur les importations, les bloquer à la Banque centrale qui pourra les transférer au niveau de l'Union africaine. Alors, au plan économique, nous avons échangé sur la nécessité de mettre en œuvre une zone de libre-échange afin de promouvoir le commerce entre les pays africains, et comme cela se fait déjà au niveau de la CEDEAO. Je crois que c'est une étape importante. Je dois dire que la mise en œuvre ne sera pas facile dans les autres zones, mais la CEDEAO est bien en avance et notre expérience pourra aider les autres régions africaines à adopter cette mesure. Alors, s'agissant du point clé qui concernait l'élection du président de la Commission, évidemment, cela a fait l'objet d'échanges et de votes électroniques, c'est ce qui nous a permis de faire, je crois, 7 ou 8 scrutins en 40 minutes avec 54 pays membres. Et la position de la CEDEAO avait été de demander le report de cette élection pour permettre une meilleure coordination des points de vue. Et fort heureusement, le résultat du vote n'a pas permis d'élire le président de la Commission. Donc, de facto, la rencontre pour l'élection du président a été reportée au mois de janvier, en janvier 2017, à l'occasion du sommet d'Addis Abeba. En attendant, Mme Zuma et les membres de la Commission continueront donc d'assurer le fonctionnement de notre institution et ceci permettra donc d'avoir des élections en janvier prochain. Alors, par ailleurs, Sa Majesté le roi Mohamed VI a informé les chefs d'État du retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Et cela est une très bonne nouvelle pour notre organisation continentale. Je voudrais saisir cette occasion
pour féliciter Sa Majesté pour cette décision importante. Le Maroc est un grand pays africain, un pays qui joue un rôle important dans les domaines de la sécurité, de la diplomatie, de l'économie et des finances. Nous avons toujours pensé que la place du Maroc est bien dans l'Union africaine et je suis heureux de cette décision courageuse du roi Mohamed VI et donc nous aurons l'occasion de lui adresser une correspondance pour le féliciter chaleureusement à notre nom, mais surtout au nom du peuple ivoirien qui a des liens d'amitié très forts avec le Maroc. Alors, en marge du sommet, j'ai pris part à l'invitation du président Paul Kagame à la réunion sur l'initiative Smart Africa. Alors, c'est un projet du secteur numérique qui permettra d'interconnecter l'ensemble des pays du continent à l'Internet haut débit. Cette réunion a enregistré la participation de nombreux chefs d'État, je crois presque 20 chefs d'État, et ceci nous a permis d'échanger sur les voies et moyens de supprimer les frais de roaming entre les pays membres de l'initiative Smart Africa. Évidemment, la Côte d'Ivoire en fait partie, et cela donc se fera ensuite avec l'ensemble des pays membres du continent. Alors j'ai profité de cette rencontre pour partager l'expérience ivoirienne avec tous les progrès importants que nous avons pu accomplir ces 5 dernières années. Et je pense que cette réunion était utile. Et la Côte d'Ivoire est en train de devenir un des pôles les plus performants en matière d'économie numérique et nous pouvons en être très fiers. Et surtout que cela contribue non seulement à la création d'emplois, mais également, bien sûr, à la croissance économique. Pour conclure, je peux dire que ce sommet a été un grand succès, non seulement pour la Côte d'Ivoire, pour la CEDEAO, mais également pour l'Afrique. Et il a permis aux chefs d'État et de gouvernement d'examiner des dossiers essentiels. Donc voilà, nous sommes heureux d'être de retour. Et nous avons été informés de manifestations d'étudiants. Je crois savoir que la raison essentielle était que les étudiants souhaitent ne pas libérer le campus pour les Jeux de la francophonie, mais je suis surpris parce que cette décision a déjà été prise par le gouvernement, que nous considérons que les Jeux de la francophonie doivent se faire ailleurs que sur le campus de Cocody. Donc je pense que peut-être cette information n'a pas encore été communiquée, mais j'aurai l'occasion bien sûr d'approfondir ces questions et le gouvernement, dès mercredi prochain, annoncera les mesures qu'il faut pour avoir une paix durable et vraiment que les étudiants, dans leur grande majorité, avec tous les investissements qui ont été faits, puissent travailler et étudier dans les meilleures conditions et dans la paix. Voilà le chef de l'État qui faisait donc le point de son déplacement à Kigali avant donc de se prononcer sur les violences de ce lundi matin à l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.